Who says you can't sail the world alone? Meet the 6 women proving them wrong. This year, 6 incredible women are charting their course in the world's toughest solo sailing race. Leading the charge is British veteran Sam Davies, eyeing the podium on her 4th attempt. Franco-German sailor Isabelle Joschke and Britain's Pip Hare return for their second races, each with unfinished business. Clarisse Cremer, the fastest woman to sail solo around the globe, is back with a new boat and big dreams. Newcomers: Justine Metro and Violette d'Orange bring fresh energy and fierce determination. These women are not just racing, they're making history. Follow their journey starting November 10th. Hi kids, I'm going to show you the route of my Vendée Globe. It's super simple, it's a race around the world. We start in France, in Les Sables d'Olonne. We go down the Atlantic Ocean, we cross the equator, we arrive in the south of South Africa, where we pass the Cape of Good Hope, and when we enter the Indian Ocean, then we arrive on the south of Australia, where we pass the Cape of Lewin, our second cape of our race around the world. Then we come in the most dangerous ocean of this whole race around the world, the biggest ocean, the Pacific Ocean. It finishes with the Cape Horn, which is the most mythical cape of the whole race. When you pass this cape, it means that you're going to come back home. You go back in the Atlantic Ocean, come up and arrive again in France. Les voiliers de course sont en constante évolution. Les IMOCA de nouvelle génération ne sont pas seulement plus rapides, ils sont également plus exigeants. Dans ce contexte, une ergonomie optimale à bord est cruciale. Elle permet non seulement aux skippers de se reposer efficacement durant les 3 mois de compétition, mais aussi de minimiser les risques de blessures. Sur le bateau Initiative Cœur, cette préoccupation se concrétise par le développement d'un siège ergonomique spécialement conçu pour s'adapter à la morphologie de Sam Davies. Cette année, on a changé l'ergonomie de la cellule de vie. Depuis le début de ce bateau, je suis assise sur la marche, qui est très dur, et c'est pas du tout reposant comme siège, parce qu'il n'y a pas de dossier. Et surtout, si le bateau il arrête brutalement, je suis souvent projetée vers l'avant, vers l'écran, vers la table à cartes, et je peux me faire mal. Donc le plan, c'est d'être assis dans l'autre sens, devant la route. Quand le bateau il plante, je suis maintenue en fait par le dossier de mon siège. Dans le système, il y a le siège. On a un siège actuellement, mais qu'on va modifier nous-mêmes. Il y a l'amortisseur, qui était une pièce en acier et qu'on va modifier en carbone. On a décidé de partir sur un système d'amortisseur qui existait sur le marché. Du coup, on était sûr d'avoir quelque chose qui fonctionnait. C'était des pièces qui étaient en acier. On a redessiné les pièces pour pouvoir les construire en carbone. Donc, la pièce de gauche fait aux alentours de 20 kg et celle de droite, on espère avoir un ensemble qui fasse aux alentours de 6 kg. Et après, il y a toute une partie rotule qui permet d'orienter le siège dans la position voulue en fonction de la gîte notamment, et aussi d'une position vraiment active, table à cartes ou plutôt repos. Je suis orthoprothésiste pour la société Orthofiga. Mon travail, c'est de réaliser de l'appareillage sur mesure à destination médicale. Et parfois, on a des demandes de sportifs qui sont en recherche d'une adaptation particulière à leur morphologie. Alors du coup, aujourd'hui, on a fait la prise d'empreinte pour avoir les dimensions de Sam. Pour prendre les empreintes, on s'est servi de ces 2 sacs de billes dans lesquels au début il y avait de l'air. Sam s'est installé dedans. On a retiré ensuite l'air du sac, ce qui a permis de le solidifier. Ce qui fait que du coup il va conserver la forme. Que j'ai scanné, numérisé. Donc une fois qu'on passe sur ordinateur, la première étape ça va être de nettoyer un petit peu la forme qu'on a numérisée. On va juste isoler la forme, la morphologie de Sam. Une fois que j'ai terminé la réalisation de la forme, on va effectivement l'envoyer à un robot qui va sculpter cette forme
dans un bloc de mousse. Avant le thermoformage de la plaque de plastique, on va venir préparer le positif. On va mettre des drains en tissu et on va talquer le positif de manière à ce que la plaque, quand on va venir la poser, elle ne colle pas. On va mettre une plaque de plastique dans un four et on va la faire chauffer à sa température de fusion. Elle va devenir du coup malléable. À ce moment-là, on va pouvoir appliquer un papier transfert comme un décalcomanie, comme ça on va pouvoir appliquer la couleur qu'on veut à notre plaque de plastique. Et on prend la plaque de plastique et on vient la poser et former une cloche autour de ce qu'on appelle le positif, la forme de SAM en mousse qu'on vient fermer grâce à un cadre. Et ensuite, on vient aspirer l'air entre la plaque de plastique et les modules en mousse. Ce qui fait que la plaque de plastique va venir s'adapter et se former parfaitement à la forme en mousse. C'est confortable, hein, en tout cas. Là, du coup, aujourd'hui, on regarde le volume un petit peu du siège, si les côtes sont bonnes. On va réduire un petit peu les profondeurs pour qu'il y ait un peu plus d'aisance et que le siège puisse bouger dans plus de positions. Et on va réajuster le confort au niveau de la tête. On va travailler sur une forme un petit peu différente au niveau de la tête. C'est pas mal pour dormir, je pense que c'est pas mal là. On est monté de quoi, de 100 000 Ah ouais, c'est pas mal. Parce que du coup, t'es limite à la hauteur de deux épaisseurs. Et après, moi, j'avais déjà mis une cale dessous. On va passer de cette configuration-là à celui-là. Donc c'est le premier essai du siège qui il amortit bien. C'est un peu dur pour l'amortissement parce qu'il y a tellement de mouvements mais c'est un bon test parce que ça tape assez fort. Là je me sens bien maintenue dans la position et par rapport à l'ergonomie du bateau aussi d'avoir. J'ai mes afficheurs au bon endroit et je me sens bien dans la position. Pour l'arrivée de MHUSS à 11h34:05. Je répète 11h34:05. Bravo Isabelle. C'est magnifique. C'est vraiment très très touchant. Et surtout, qu'est-ce que j'en ai chié. Ça a été dur. Ce Vendée Globe 2020, il est mémorable de manière générale pour la MACSF, pour notre équipe.
Lisa a superbement bien navigué. Et là aujourd'hui, le fait d'être arrivé à Lorient, MACSF est qualifié pour le Vendée Globe. Vraiment de terminer devant des bateaux qui sont quand même beaucoup plus récents, beaucoup plus rapides que le mien, ça m'apporte de la fierté. This is my second Vendée Globe race, but I am not under any illusion that this race is going to be the same as the last one. For me, everything has changed in the last 4 years. The only consistency is the course. And even then, we know the course is going to be different because we're going to have different weather.
during the 3-month period we'll be racing in 2024. So what's changed? What are the big differences and changes? Well, first of all, I've actually had a full cycle of 4 years, well, it's 3.5 really, to prepare for this race. I didn't have that last time. So I've had a development program going for the full 3.5 years, which has really helped me to advance my own skills, but also to refine the speed and the reliability and the resilience on board the boat. I'm sailing a foiler now, and it's a big foiler and it's really fast. And we've finally broken our way into the top 10 IMOCA teams. And that's a massive achievement for us. But it means the intensity of competition is much higher. Mistakes will really cost you a lot more in relation to your competitors. And the level of racing is just a lot higher than it was the last time I went round. The fleet is much bigger now. There are 40 boats in the fleet. So even taking the start is going to be more challenging, but it means I'm more likely to have boats around me, to be able to see them on AIS and be more in contact. Whereas in the last race, I only physically saw another boat 2 times in the whole way around the world. And I guess, I touched on it earlier, but the other thing that we know as sailors is that the weather is never the same. And the Vendée Globe race is all about the weather. It's about how you manage the weather conditions that you have in the state that you are and your boat is in. So, it is going to be a completely different experience, and I'm going to need to learn an awful lot on the way still. It's only going to be the second time I've been in the Southern Ocean. That does not make me an expert. And I like that. I like the fact that I know it's going to be different. I guess I have some confidence in the fact that I got round before. So I know that I have the resilience and the fortitude to make it. I've proved that. But I don't know what's going to unfold ahead of us. I don't know what problems we're going to have. I don't know what the weather's going to be like. I don't know how the competition is going to be after 10 weeks of racing. But I'm really looking forward to finding out. On a mis un peu plus de 12 jours pour une Transat retour. C'est quand même... Ouais, solo aussi. C'était les 2 dernières qualifs pour le Vendée, ouais. Oui, donc là on est en Suisse, juste à côté de Genève, là où j'ai grandi, là d'où je viens, donc ouais, ça fait super plaisir d'être de retour. Ce que je leur disais, quand Genève c'est comme ça, c'est top. Hein. Ouais. Ouais, il y a 3 jours, alors c'est plutôt anticyclonique la fin de la Transat, mais ouais. J'arrive 8 à la deuxième Transat, ça va. C'est sûr que j'arrive à avoir des vitesses que j'arrivais pas avant, surtout auprès au reaching. La première fois que tu les testais en course, des fois? Ouais, on les a mis au chantier d'hiver, donc je crois qu'on a fait genre 6 naves avant de partir en Transat, donc on a continué d'apprendre en course, ouais. On a essayé d'améliorer la stabilité en général et puis de gagner où on pouvait, quoi. Oh, j'étais 6e encore un bon moment, mais j'ai pas réussi à tenir le rythme à la fin. Alors, on devait contourner un anticyclone, puis je repasse juste un peu derrière et après c'est parti par devant. Et... Ça va, j'étais à temps pour la nave. Je serais pas reparti pour une Transat 4 jours après, mais pour un bol d'or ça va. Puis là c'est pour une petite course, ça va aller. Un bol d'or, c'est le Tour du Lac, c'est la course la plus longue. C'est historique, quoi, quand il y a... Ouais, c'est l'événement principal de la voile en Suisse. 3 métros, 3 frères et sœurs de la fratrie qui sont là. Parce que chacun a gagné un bol d'or avec moi. Ça fait longtemps que j'ai pas navigué avec eux, vu qu'on est tous sur des circuits différents. Mais c'est sûr qu'il y a, ouais, c'est plus aussi, pour le plaisir, renaviguer ensemble, passer du temps sur le lac. Tu vois, là où j'ai grandi, c'est vers ce port-là, juste au-dessus. Donc c'est vraiment de ce côté-là du lac qu'on naviguait.
C'est juste parce qu'on a grandi dans une petite ville au bord du lac que mes parents ils ont acheté un bateau et qu'on a commencé à naviguer en famille. Mais on est un peu la première génération de voileux, mais c'est un peu par hasard qu'on se retrouve à tous faire ça, quoi. Tu peux prendre le réglage, Lolo? C'est vrai que quand tu grandis ici, c'est un super terrain de jeu, quoi. De la chance qu'il y ait un peu d'ouest qui rentre là, c'est top. C'est un peu les conditions paradis là. Est-ce qu'il revient? Ouais, t'as vu ça, il n'y a pas besoin de grand chose pour que ça parte. Ouais, je suis plutôt contente déjà d'avoir fini les 2 transats avec 2 fois des top 10, ça reste bien. On n'a pas eu de gros soucis sur le bateau, mais on a eu des petits soucis qui nous permettent de voir encore les choses à améliorer en préparation. Donc ouais, je pense que c'était vraiment c'était plutôt une bonne session pour toute l'équipe. Ouais, on fait encore une trentaine de secondes avant le jibe. Je pense que là, on passe le bateau, il sortait aujourd'hui à Lorient, donc on passe vraiment sur la période chantier d'été. Donc pour l'instant, je pense que moi j'essaie et moi et l'équipe on va être concentrés là-dessus, sur le fait de vraiment bien préparer le bateau, bien cibler les choses où il y a eu des petits soucis, voir ce qu'on peut faire pour encore améliorer tout ça, et puis être sûr qu'on soit vraiment super content de la préparation hein, quand on remet le bateau à l'eau. Ouais, et puis l'idée c'est ça. Ça fait un convoyage avec moi, le convoyage de la route du Rhum. De l'extérieur, tu sais que c'est dur, mais je pense que c'est encore plus dur que ce que tu peux t'imaginer. Mais non, je suis bien à dormir dans un vrai lit et à manger des vrais plats, quoi. Ouais, Lolo, c'est plutôt son format. Il en faut pour tout le monde, celui. C'est ça. 11-15 minutes, c'est bien aussi. Je me suis pas dit, quand j'étais ado, ou même à l'époque où j'ai fait la mini, je vais faire le Vendée, ça me paraissait vraiment trop... vraiment inaccessible, quoi. Ah ouais? Ça paraît vraiment longtemps en termes de réunir les sponsors, réussir à monter les projets, avoir les compétences pour le faire. Ouais. Donc après, voilà, ça s'enchaîne, tu passes dans une autre dimension, tu pars faire la Volvo. Ouais, je pensais pas non plus du tout faire ça une fois dans ma carrière. Au final, là, j'en ai déjà fait... Ouais, j'en suis à 3 participations maintenant, donc c'est vrai que c'est assez fou quand tu penses à ça, quoi. Une fois avec SCA, une fois avec Dongfeng, et puis avec Levens, quoi. Plus attiré par le côté large, quoi, le côté de passer du temps en mer, de passer des nuits en mer, le côté endurance, c'est le truc qui me plaisait. Et je suis peut-être moins compétente aussi sur les formats plus courts qui demandent d'autres compétences. On n'a jamais fait non plus. Enfin, ouais, c'est ça qui est cool en voile, c'est que chacun peut y trouver son compte, quoi. Tout le monde est là. Marianne, elle est arrivée hier soir de Barcelone, donc c'est bon, on est au complet maintenant. On navigue avec les 2 sœurs, ça va être bien, je me réjouis. La dernière fois avec Justine, ça devait être Elle a reçu son Figaro 3, commence à dater. On n'a pas beaucoup l'occasion de naviguer ensemble, mais justement là c'est vraiment super. Puis après chacun allait un peu sur les projets qui... Moi j'aimais bien le côté large, Hello elle est assez multitâche, tu vois, genre Laurane elle est vraiment plus au mode inshore, Brian aussi, c'est pour ça qu'ils sont plus par Christie sur les circuits vraiment courses intenses comme la coupe ou CLGP, et ouais. En fait, c'est vraiment une grande famille avec des gens très proches. Et puis vraiment c'est une complicité. Nous c'est fluide, quoi. Là, c'est des stars qui n'en sont pas, quoi. Mais c'est énorme. Ils ont un niveau de professionnalisme, de compétences, d'engagement, d'implication. Non, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire, pour aller naviguer avec elle sur les Macas. Faut que je négocie des échanges, quoi. Si vous venez, il faut que je puisse venir, comme avec Lolo, quoi. Ouais, une belle bulle aussi d'oxygène dans leur parcours. Voilà, ça fait plaisir d'être là avec cette équipe et puis on va essayer de faire au mieux avec les conditions qu'on va avoir.
Hi kids! Today we are going to learn a few knots, the knots that I use the most on my birds, which can be quite helpful also in your everyday life, so I'm going to show them to you. The first one is called the bowline, noches in French, that's how I call it at sea. It's a very useful one because you can attach anything you want very strongly, very firmly, and it will never get stuck. You will always manage to untie it. So for instance, you can attach the rope on the collar of your dog, for instance, or you can attach anything you want with this bowline. What I'm trying to do is to attach my rope to this cleat. So I put my rope around the cleat. I have a short end and a long end that I hold like this. This part, I'm going to call it a rabbit. I'm going to form a hole with the short part above the long part. And this part, I'm going to call it a tree. And there is a little story that you can remember to remember how to do the bowline, is that the rabbit gets out of the hole, around the tree, and back into the hole. And you just have to tie it like that, firmly, and you have your bowline. And now I can pull as hard as I want. Our second knot is called a figure of 8. We don't use it as often as a bowline, but we use it as a stopping knot to prevent the ropes from sliding. It's a very beautiful knot that you can use in the everyday life to make beautiful things, and especially you will use it in climbing because it's a safety knot. It will stop the ropes from, prevent the ropes from sliding. So let's see how it goes, how it works. We will be having a short end and a long end like this, and what we are going to do is to create some sort of face like this. You can imagine this is a small face. And you can imagine this one is a scarf, and you want to have the scarf going around the neck of the little man. And you can imagine the little man, the face, eating the scarf like this. And then you just have to tighten it, and you have your figure of 8. The last knot that I'm going to show you is the half hitch. It's a very simple knot that we use all the time on board and that you can use in the everyday life. It's super practical. Because it is so simple, I'm going to combine it with another knot, the bowline that you saw earlier, and show you how you can use the half hitch to put a lot of tension on a rope. So I'm using the bowline to attach the rope right here, and I just want to close this area with my rope with a bit of tension. I go around here, and I do my half hitch. It's a very, very simple knot around everything. Up, and here I am blocking everything with some tension, and I can do a few half hitches to be sure it is well attached. Usually you do 3, and it's really enough. Ça fait hyper peur. Là il y a 40 nœuds, il y a des vagues de malades, et là dehors, je n'ai plus dehors parce que c'est trop dangereux. J'ai vraiment hâte que ça se termine. Partir de la Bretagne et se dire littéralement, je vais de l'autre côté, aux États-Unis, en bateau, en solo et en course sur mon IMOCA. On voit que les bateaux, les concurrents se battent pour être à droite de cette ligne. C'est totalement fou. Et pourtant, je me suis lancée pour réaliser The Transat, la plus ancienne des transatlantiques, sur les traces des grands navigateurs comme Tabarly, Gabard, Poupon, Lecléache. Alors le 28 avril, je suis partie de Lorient pour cette grande aventure. Et voici son histoire.
juste que je prenne le départ et ça c'est mission accomplie. Trop bien. Et maintenant, c'est parti. Ça me fait trop bizarre, genre j'ai du mal à réaliser que je me dirige maintenant vers les États-Unis et qu'on en a pour 13 jours de course, c'est assez fou. J'ai pris un bon départ, simple, pas le meilleur, mais c'était pas l'objectif. L'idée c'était d'être safe, d'être bien sur la ligne. Je dois être genre 13 ou 14, un truc comme ça. Je suis à côté de mes deux concurrents, donc il y a Pépin qui est juste au-dessus de moi et il y a Louis Duc qui est juste derrière. C'est plutôt bien parce que ça veut dire que je suis dans le match. C'est parti. Au début, j'avais du mal à réaliser parce que je savais que cette course qui m'attendait était très difficile. Vous allez me dire pourquoi plus difficile que les autres? Eh bien, voici la trace de toutes les traversées d'Atlantique que j'ai réalisées. Pour aller aux États-Unis, la route la plus rapide, c'est une route nord. Et la particularité de cette course, c'est que au lieu d'aller contourner l'anticyclone des Açores et d'aller profiter des vents de portant, les vents chauds des alizés, eh bien sur cette course, on navigue à l'encontre des phénomènes. C'est-à-dire qu'on va forcément avoir des vents violents, des vents froids et des vents très changeants. Faut que je vous montre dehors, c'est trop beau. C'est plutôt pas mal, hein. Je suis 8e. Première nuit, ce qui me fait trop rire, c'est que Sarah m'a préparé une énorme plâtrée de pâtes. Mais genre, je vais mettre 4 jours à manger tout ça, je pense. Ça me fait trop rire parce que Sarah a toujours trop peur. Manque de nourriture en mer. Et du coup, elle a tendance à faire beaucoup. Mais c'est trop mignon, je trouve. Et dès le début, en se dirigeant vers l'Irlande, on a été accueillis par un front, c'est-à-dire un passage de vent, assez fort, à partir de 4 h du matin. Wow. Il y en a encore pour 2 heures à peu près, je pense. Cette première nuit a été vraiment costaud. Donc on s'est pris un premier front à 30 nœuds. Bon, ça se voit sur ma peau, hein. Je suis petite. Pendant ce front, je dois faire pas mal de changements de voile. Je dois mettre un premier riz, J2 à J3. Et après, il faut encore que je remette le deuxième riz. Bon, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit schéma de mes manœuvres. Alors du coup, je mets d'abord le premier riz, puis le deuxième riz. Ensuite, je change de J2 à J3, donc c'est une voile plus petite. Et enfin, je peux mettre le troisième riz. Et le plus dur quand on met les riz, c'est d'aller sur le pont. En fait, on saucissonne la voile en bas. En fait, on l'attache très fort, on la serre très fort pour pas qu'il y ait des poches d'eau dans la GV. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, mais le riz 2, j'ai eu tellement de mal, c'était super dur. J'ai réussi à l'attacher à 3 points fixes au lieu de 4. Et il y a une poche d'eau qui a commencé à se former à l'arrière de la voile et ça m'a fait un peu peur là. Dans les 40 nœuds, je voyais ma GV qui faisait une énorme poche, genre la taille d'une baignoire à peu près. Mais heureusement, j'ai réussi à la vider en enlevant un système. Donc c'est plutôt pas mal parce que j'ai fait le tour de la GV, ça va, je m'attendais à pire. Et il faut encore que je re-range parce que du coup ce matin j'ai fait tout dans l'autre sens quoi. Comme le vent a baissé, voilà. Et là, il faut que j'aille ranger tout mon bazar. Et après, je pourrai me reposer. La journée prochaine, ça va être pareil, voire pire. Enfin, ça va être pire même. Je crois que dans ma vie, j'ai eu des passages à 60 nœuds pendant 10 minutes, des trucs comme ça, mais je suis jamais partie pour taper 12 heures de 40 nœuds. C'est un peu stressant. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je stresse un peu aussi des manœuvres. Il va falloir que je sois vraiment efficace, que j'ai bien les yeux ouverts et que je me prépare bien pour ce qui arrive. Ça va être chaud. C'est la dernière fois qu'il va faire aussi.
allez le voir. Moi, je suis là, le petit bateau en bleu. Et ça, c'est ce qui nous arrive dessus. Quand je défile les heures, là, je serai par là, en plein dedans. Là, faut être prêt à ce que ça tape fort pendant bien 10 heures. Et hop, j'en ressors, ici. J'en sortirai demain à midi. Pour être archi safe, j'ai déjà mis 2000 GB. Je pense que je vais aller mettre le petit riz 3 là. Comme ça, je serai vraiment bien. Ça y est, le vent est monté. Là, il y a au moins 30 nœuds et des fois, il y a des grosses rafales où pendant 5 minutes, ça reste à 40 nœuds. Et là, je viens tout juste de me prendre un grain. J'ai eu rafale jusqu'à 48. Donc, c'est très très fort. J'ai jamais vu ça. Franchement, c'est impressionnant à voir. Et en fait, c'est pas régulé, c'est que des passages de grains. Du coup, faut quand même être dessus un petit peu pour pas se faire surprendre. Il y avait Louis-Duc qui était à côté de moi et qui avait que 2 riz GB. Et il s'est pris le premier grain et ça l'a pas fait. Je l'ai vu, je sais pas, faire un truc bizarre. Il a avalé, puis après il s'est mis à virer. Et là j'ai l'impression qu'il est en train de rentrer. Ça fait toujours chier de voir des copains abandonnés. Je sais pas s'il abandonne, hein, mais en tout cas il faisait pas une route normale. C'est quand j'aurais passé ce fond, je pourrais dire que j'ai vécu vraiment un début de tempête quoi. La troisième nuit, le vent a commencé à mollir au passage de la dorsale. J'ai alors reculé mes voiles dans le bateau pour mettre le poids à l'arrière. Le matossage, c'est l'un des efforts le plus physiques à bord. Sur cette manœuvre, j'avais 3 voiles à matosser. Chacune pèse environ entre 60 et 80 kg. Hello, là on est jeudi, on va rentrer dans du vent fort, donc on a passé la dorsale cette nuit. Il y a déjà 30 nœuds, le bateau avance à 20 nœuds, on en a pour plusieurs jours. En tout cas moi je me suis bien préparée, je me suis changée, j'ai mis une sous-sèche, une sèche un peu intégrale qu'on met en dessous de la salopex pour tenir vraiment bien chaud et étanche. J'ai mis des polaires, je me suis changée, tout ça. Le bateau il est prêt, j'ai mis 2 riz GB, une petite voile d'avant et puis les pâtes sont prêtes. On est jeudi et je suis encore en train de manger les pâtes. C'est des pâtes Rana parce que j'adore les pâtes Rana. Là, il y a 42. Oh, la houle, mais c'est un truc de malade. Comment elle est énorme. J'ai jamais vu ça. Ça fait hyper peur. Là, il y a 42. Il y a des vagues de malades. Tout à l'heure, j'ai fait un vol plané d'ici. Là, j'étais dans la descente et je suis tombée juste là parce que il y a une vague qui a embarqué le bateau et du coup, il s'est retrouvé sur le côté. Et, je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire mal. Je viens d'apprendre que Benjamin, il a sa quille qui se balade et qui a défoncé toute la cathédrale du bateau. Et que là il a réussi à la stabiliser mais pour lui la course se termine. Et là dehors je vais plus dehors parce que c'est trop dangereux. Et 6 mètres de houle. Il y a des fois où dans la houle le bateau il est en descente comme ça et il va pleine balle en descente. Et à chaque fois tu te dis mais comment ça va arriver au bout. J'ai peur. Franchement je suis vraiment pas à l'aise. J'ai vraiment hâte que ça se termine. Là, le vent il est en train de baisser.
c'est un peu mieux. Les vagues aussi, elles se réduisent. C'est cool. Youhou! La chasse. Bon, on est le lendemain là de la tempête et je vais beaucoup mieux qu'hier. Je me sentais pas bien quoi. C'était assez flippant les vagues et puis le fait que tous les bateaux autour cassent. Je me disais mais moi qu'est-ce qui va m'arriver quoi? C'est sûr mon bateau il va casser aussi. Qu'est-ce que ça va être? Le vent baisse, je me rapproche du centre de la dépression. C'est la première fois que je fais ça, une approche de dépression par le nord. Et du coup il va falloir bien gérer une petite aile de mouette pour pouvoir repartir sur l'autre bord. C'est parti jusqu'à dimanche comme ça avec un peu d'air. Et après il y aura de la grosse pédale. Et vous savez quoi? J'ai très très hâte de la grosse pédale. Il faut que je vous partage les vidéos que j'ai écoutées et regardées hier quand ça allait pas et quand j'étais en pleine peur là. Hop là, je croise Gento, James Aradé. Comme la prochaine fois qu'on se croise, ce sera moi qui passerai devant. À partir de ce moment de la course, j'ai commencé à me remettre en mode attaque et compétition, c'est-à-dire à aller chercher un petit peu la limite du bateau, mettre des voiles plus grandes par rapport au vent, pour essayer, pour tenter et pour essayer de grappiller des places dans le classement. En fait, maintenant je commence à être habituée à du 35 nœuds établir à faire la 40 parce que là ça va être comme ça pendant plusieurs jours, comme ça jusqu'à dimanche 17h. Là je me fais mon petit repas, des pâtes au saumon. Pour m'occuper, je lis un petit peu, j'écoute de la musique, je dors aussi, j'essaye de vraiment bien me reposer. Déjà je suis plus à l'aise dans le vent fort qu'il y a 2 jours, j'ai plus les peurs et tout, la mer est plus calme aussi. En se rapprochant des États-Unis, la météo devient assez particulière parce que les phénomènes s'accélèrent. C'est-à-dire que en une journée, je pouvais avoir un passage avec très très peu de vent et puis un passage avec du vent fort. Et du coup, il y avait beaucoup de manœuvres à faire. Là, je suis en train d'installer le code 0. C'est une des voiles les plus grandes du bateau. Et une grosse manœuvre comme ça peut me prendre environ 30 minutes. Regardez-moi ça. Un petit soleil qui apparaît derrière nous. Allez, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas vu le soleil. Oui, il est là. Là, c'est grand ménage de tout le bateau. Là, j'ai sorti toutes mes affaires pour les aérer et tout. Le lit aussi, le coup. Là, il y a le plaid. J'ai fait check du bateau, des cloisons d'un peu partout, tout à l'avant, tout à l'arrière. Et là, il ne me reste plus qu'à faire le check de tout ce qui est sur le pont. C'était du bien, là. Un peu de soleil, un peu de chaleur. Cette nuit-là, je me suis fait bien avoir. J'ai découvert l'importance du Gulf Stream. C'est un courant très puissant qui se trouve au large. Et on en avait parlé dans les cours météorologiques, mais franchement, je pensais pas que c'était aussi important. Et en gros, je suis là. Et du coup, il y a un tourbillon là. Ah, c'est l'enfer! Parce que du coup, j'ai perdu toute l'avance que j'avais mis sur Guirec, Biotherme et sur Gento. Et j'ai tout perdu, les 3 passes devant là. Alors sur cette fin de course, j'ai vraiment tout donné. J'ai poussé mon bateau dans ses limites pour essayer de regrappiller les places que j'avais perdues. J'ai réussi à dépasser Gento et je me suis vraiment rapprochée de Guirec.
Guérec. Moi je suis là. 13 minutes derrière. Purée, j'y étais presque. J'ai presque réussi à l'avoir. Ça sera pour une prochaine. Bon, je vais me faire ma propre arrivée parce qu'on est tout seul. 1, 2, 1. Et top, arrivée. Et devenir dedans. Ouais. Wow, c'est beau. Et voilà. Ça y est, j'ai fini mes 10 heures, 12 heures de convoyage pour arriver à Newport. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je suis trop contente. Vous vous rendez compte? Arriver sur le continent américain en bateau et en solo. Et voilà. Derrière moi, on voit le continent américain. C'est trop bien. Il y aurait 3 personnes au propos. Merci beaucoup. Je pourrais passe. Tout à l'heure, ça dit la même. Ah ouais. Regarde. Bonne de Concarneau. Contrôle de papier, s'il vous plaît. Bonne de Concarneau. Attends.